Bienvenue au fil du temps, le balado. Je m'appelle Christine Groux, je suis psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Aujourd'hui, je reçois la neuropsychologue Karen Debat et la proche aidante Ginette Leroux pour parler de l'accompagnement d'une personne qui vit avec un trouble neurocognitif. Madame Leroux, merci d'être avec nous. Merci à vous. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours de proche aidante? Bien, moi, je suis la fille unique d'une maman de 93 ans qui souffre de démence principalement vasculaire et d'un papa de 84 ans qui souffre de la maladie de l'Alzheimer. Ils sont présentement au CHSLD de la Chine et puis je les accompagne là, dans leur parcours de vie. Et donc, ça fait plusieurs années que vous êtes proche aidante? Ça fait très activement 2 ans. Merci d'être avec nous. Merci. Karen Debat. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue et vous êtes spécialiste dans les troubles neurocognitifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Oui, donc j'ai fait mon doctorat en neuropsychologie. J'ai fait ma recherche sur le sommeil et la mémoire. Et j'ai commencé à travailler en gériatrie plus particulièrement depuis 2015, donc avec tous les troubles cognitifs qui peuvent survenir dans le cadre du vieillissement. Et je travaille actuellement dans une clinique dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je travaille quand même étroitement en collaboration avec les intervenants en CLSC, donc qui sont sur le terrain. Et j'aime beaucoup le travail dans le sens où il y a beaucoup de vulgarisation à faire et d'informations à donner sur les troubles cognitifs. Donc, ça fait partie de mon quotidien là, maintenant. Merci d'être avec nous, Karen. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de ce que c'est des troubles neurocognitifs? Oui, donc la cognition, c'est un terme qui n'est pas encore super bien compris, mais c'est toutes les habiletés là, qui nous permettent de penser, de réfléchir, de faire les actions du quotidien. Donc, un trouble neurocognitif, c'est un trouble qui affecte la cognition, donc que ce soit la mémoire, le langage, le jugement, la prise de décision, la perception visuelle aussi. Donc, c'est un trouble qui peut affecter une sphère de la cognition. C'est un trouble neurocognitif. Une ou plusieurs, hein? Parce oui, que ça peut être plusieurs. On peut effectivement. gagner le gros lot dans la vie puis en avoir plusieurs en même temps. On peut gagner le gros lot et en même temps, des fois, quand on en a juste une, bien, les gens peuvent généraliser, mais en fait, plus on acquiert de la nuance, plus on peut comprendre que, justement, il y a des capacités parfois qui sont atteintes, mais il y en a d'autres qui sont résiduelles et sur lesquelles on peut quand même potentialiser en quelque sorte là, pour pouvoir favoriser l'autonomie d'une personne, par exemple, malgré la présence de troubles cognitifs. La chose la plus difficile à comprendre pour les gens, c'est quoi les premiers signes? Comment on s'aperçoit que... Parce que souvent, les gens sont dans le doute, ils ne sont pas certains. Alors, c'est quoi les premiers signes qui devraient lever le drapeau, qui devraient inquiéter les proches? C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a quand même certains changements qui surviennent avec le vieillissement normal. Par contre, il y a quand même une ampleur qui peut survenir et puis les proches vont quand même souvent se poser des questions. Ils vont commencer à douter. La tendance est souvent de minimiser puis de mettre ça sur le dos du vieillissement. Mais quand il y a des oublis et des questions très répétitives plusieurs fois dans la journée, quand la personne cherche ses mots, mais de façon plus importante, donc ça commence à nuire à une conversation fluide. Ou alors, je dirais aussi quand il y a des comportements qui peuvent paraître étranges, c'est-à-dire qui se rappellent plus comment faire des choses qu'ils connaissaient auparavant. Donc, que ce soit d'utiliser leur cuisinière, d'utiliser leur machine à laver, oublier des conversations, par exemple. Donc, des choses qui sont différentes. Quand il y a un changement qui surprend, généralement, il faut aller pousser plus loin. C'est ça, puis ça change en qualité puis en quantité, hein? C'est-à-dire que je dis souvent, c'est une chose d'égarer ses clés dans la vie si on les a toujours égarées. C'est autre chose de ne plus être capable de les retrouver ou de les perdre à tous les jours, ou encore d'oublier ce qu'on était venu acheter complètement à l'épicerie, par exemple, ou de ne plus être capable de s'organiser dans des sphères qu'on connaissait bien auparavant. C'est ça. Beaucoup la fréquence. Depuis quand et à quelle fréquence, là, c'est souvent les choses qui vont nous guider dans le jugement de l'importance là, du symptôme que le proche va nous rapporter, oui. Ginette, comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé difficilement. Moi, si je retourne dans le temps, mon père était le proche aidant de ma mère qui faisait déjà du glaucome et qui avait quelques petits incidents cardiovasculaires
à son actif. Et quand j'ai décidé qu'il devait avoir de l'aide et casser maison, c'est que maman m'a dit là, ça marche plus. Ton père, il suit plus. Alors, j'ai essayé de respecter leur vouloir jusqu'à la dernière seconde, mais il vient un temps où il faut que tu interviennes puis que tu dises « OK, ça n'a plus de sens. » Puis dans les faits, ça avait tellement plus de sens que tout le temps que j'ai fait les boîtes et que j'ai préparé le déménagement, mon père, au niveau des fonctions exécutives, était plus là. Il comprenait plus ce qui se passait. Il comprenait déjà plus pourquoi je faisais des boîtes. Puis là, j'avais une maman de 90 ans là, qui commençait à avoir peur, qui voulait plus aller en auto avec son mari, parce qu'elle avait toujours son permis de conduire. Quand on parle de fonction exécutive, vous parlez de toute l'organisation, la capacité de planifier, la capacité de résoudre des problèmes. Donc, on comprend que c'était plus là depuis un certain temps, là. Il était plus que temps. Ma mère pesait à ce moment-là 78 livres. Mon père, qui a toujours fait alentour de 140 livres, en pesait même pas 110. Donc, à force de gratter, je me suis aperçue que maintenant, il faisait l'épicerie, il achetait de la soupe et il se nourrissait de soupe. Et mais ça démontre comment c'est insidieux, en fait. Ouais. Et puis, pour vos parents, parce qu'étant donné que vous n'habitez pas avec, votre mère a probablement pallié quand même pour un certain temps pour son mari. Et bien, pour les enfants, quand on se voit et qu'on prend des nouvelles de façon même régulière, c'est pas facile de se rendre compte comment au quotidien, il y a des petits changements qui paraissent pas de l'extérieur et qui paraissent pas parfois pour les intervenants aussi de CLSC. Donc, c'est vrai que c'est insidieux, c'est sournois. Et donc, parfois, quand on s'en rend compte, bien, c'est quand il commence à avoir un impact important sur le fonctionnement, là. Exactement. C'est insidieux, c'est progressif. Puis vous êtes fille unique, donc vous étiez la seule observatrice. Karen, vous avez probablement observé, quand il y a plusieurs membres dans une famille, que les enfants ne sont pas tous à la même heure en même temps, parce qu'il y en a qui visitent plus souvent, il y en a qui visitent moins souvent, il y en a qui sont plus observateurs, d'autres moins. Et les gens se défendent de différentes façons. Vous parliez de déni, Ginette. C'est sûr qu'il y a des gens qui rationalisent un peu les difficultés en disant elle vieillit, c'est pas si pire que ça, c'est pas si mal. Il y en a d'autres qui sont plus anxieux. Et là, les gens savent pas trop. Mais ce qui est particulier, c'est que la personne qui est elle-même affectée, elle ne voit pas ce que les autres voient autour d'elle. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que comme enfant ou comme proche aidant, on se retrouve dans un contexte d'influence, de contrainte parfois, et contre le gré d'une personne qui est proche, puis avec laquelle on a un lien significatif. C'est un petit peu ce que vous avez vécu? Exactement. Moi, j'en suis venue au point où j'ai expliqué à mon père que pour la sécurité de ma mère, il devait sortir. Puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses Janine toute seule ou si tu la suis? Puis finalement, c'est l'amour qui a... C'est l'amour qui a guidé, parce qu'il ne voulait pas sortir de sa maison, mais il n'était pas capable de la laisser seule. Fait que j'ai joué la carte des sentiments, puis c'est comme ça que j'ai gagné, là. Mais c'est rien de simple. Et c'est encore vrai parce que des fois, la démence fait dire des choses à nos aidés qui nous diraient jamais autrement, là. Tu sais, hier, je suis partie du CHSLD, puis maman m'a dit tu viens pas demain, t'as pas de cœur. Tu sais, faut que tu te fasses une carapace, faut que tu dises ben voyons, tu le sais bien, puis je vais y retourner demain, puis elle se souviendra pas que je peux aller aujourd'hui, puis elle me dira pas que j'ai pas de cœur, parce qu'elle va juste être contente de me voir, puis faut toujours se ramener au moment présent, faut toujours se ramener à OK, c'est quelle émotion? Est-ce que c'est l'émotion de mon aidé ou c'est mon émotion à moi? Il faut se recentrer tout le temps. C'est un travail de guerrier. Puis des fois, ce qui est difficile, c'est que la personne, il y a une partie de sa cognition qui part, mais pas complètement. Puis des fois, il y a des bonnes journées, puis des fois des mauvaises. Fait que quand est-ce que c'est l'expression de la maladie? Quand est-ce que c'est l'expression
sciemment voulu d'une personne, c'est difficile aussi pour l'aidant de... Mais je crois que quand on les connaît bien, on est capable de faire la part des choses. Tu sais, il y a des choses, et puis en même temps, mon petit papa qui est merveilleux, mais qui est tellement plus là, mais il y a encore des choses qui font où je dis, ah, ça, c'est lui, là, tu sais, ça, c'est... Tu sais, des fois, il veut pas accepter de faire quelque chose, puis tu lui dis, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu m'aiderais? Mon père, ça a toujours été la personne la plus aidante du monde. Ben, on le ramène encore à faire des choses en disant, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. C'est plaisant d'avoir accès à ces petites bribes-là d'eux-mêmes, là, de leur moi profond. Là. C'est bien que vous soyez capable d'en profiter, puis aussi de départager ce qui appartient à vos parents, de ce qui est plus les conséquences de la maladie, parce que quand ils ont des difficultés à se réguler, là, à contrôler leur comportement, effectivement, il y a toutes sortes d'émotions qui vont s'exprimer, puis d'une façon qui n'est pas nécessairement appropriée socialement. Mais pour beaucoup de proches aidants, en fait, c'est quand même difficile, justement, de prendre le recul, puis il faut comme se répéter que c'est l'effet de la maladie, qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions, puis c'est la façon dont il exprime sa colère. Bon, il est fâché, mais est-ce que ça veut dire que je l'abandonne pour autant, pour revenir sur la culpabilité? Ben non, je ne l'abandonne pas. Moi, je le sais que je ne l'abandonne pas, mais c'est sûr que ça fait mal de penser que lui, il sent qu'on l'abandonne, tu sais. Et c'est très différent si tu as ton aidé à la maison. Moi, je vais les visiter. Quand ça marche plus, là, j'ai toujours l'option de partir. Là. J'ai toujours l'option de couper et dire on va reprendre ça demain. Demain, c'est un autre jour, puis ça va bien aller. Un aidant qui a son aidé 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, n'a pas la même fatigue que la mienne. C'est ça. Donc, ce détachement-là, cette perspective-là, n'est pas aussi simple à aller chercher que la vie que moi, j'ai choisie, là, parce qu'on va se le dire, c'est un choix, là. Oui, mais ce recul-là que vous vous offrez, c'est sûr que quelqu'un qui est moins fatigué, qui est moins épuisé dans son rôle, va avoir plus de disponibilité pour faire ce recul-là, puis cette distance-là, puis de prendre ça un peu moins personnel quand il y a des insultes ou des comportements aberrants. Là. En fait, je pense qu'il faut se rappeler que quand on est capable de prendre soin de soi, on est mieux capable de prendre soin de l'autre. Et je pense que c'est ça que les aidants doivent intégrer dans leur vie. Karen, si je vous demandais dans votre pratique, c'est quoi les plus grands défis, les plus grandes difficultés des proches aidants qui sont à temps plein avec les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, qui les ont à la maison? Les plus grandes difficultés, il y en a plusieurs, mais ça dépend du stade de la maladie aussi, je vous dirais. C'est sûr que de s'adapter de façon générale et de changer ses attentes envers son parent, je pense que ça, c'est difficile parce que quand les gens prennent ça plus personnel ou qu'il y a de la culpabilité, quand ils essayent je dirais pas s'acharner, là, mais quand ils essayent de modifier des comportements chez leurs proches, ben là, ça les mine parce qu'ils essayent quelque chose qui, en fait, n'est pas possible. Alors que quand on comprend mieux la maladie, ben, c'est plus facile d'arriver vers une adaptation et de favoriser une approche qui est adéquate et de vivre les choses un peu plus facilement. Ça, c'est comme plus au début, là. Puis ensuite, c'est les aspects de dangerosité. Je pense que c'est difficile de faire face à est-ce que je laisse ça aller, est-ce que je laisse pas ça aller, est-ce que je lâche prise ou pas. Ça, c'est des questions qui sont... Puis là, on parle d'une personne qui pourrait potentiellement mettre le feu à sa maison, là, parce qu'elle... Mettre le feu à sa maison ou bien conduire, comme vous disiez tout à l'heure, qui conduit encore, malgré qu'on sache qu'il y ait des difficultés cognitives. C'est des décisions qui sont difficiles pour les proches. Là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ou bien quand le maintien à domicile est précaire, et puis qu'on se pose la question, est-ce qu'on le laisse là ou pas? C'est des questions qui les grugent, je dirais, puis pour lesquelles ils viennent chercher du support par ailleurs dans le réseau. J'aimerais ça, Karen, qu'on parle des différents diagnostics qui se côtoient parfois ou dans les troubles neurocognitifs. Est-ce que vous pouvez nous parler des plus fréquents? Oui, bien, le plus prévalent, c'est l'Alzheimer. Mais en fait, les deux de vos parents sont les plus prévalents. Donc, la maladie d'Alzheimer, qui est la plus connue parce que c'est aussi la plus prévalente, donc qu'on voit le plus communément, et pour lequel il y a justement
une bonne caractérisation quand même du parcours de la maladie. Donc, ça commence avec des troubles de mémoire de façon, disons, à l'entrée, là. Donc en premier, à l'avant-plan, c'est ce que je voulais dire, à l'avant-plan des troubles de mémoire, donc des difficultés à enregistrer l'information. Et des troubles de mémoire récentes, hein, Karine? Oui, ça, c'est important parce que ça. la mémoire ancienne est bien préservée pendant longtemps, là. Et c'est ça qui fait que parfois, les gens ont de la difficulté à s'en apercevoir parce que, ah non, mais elle a une bonne mémoire, elle se souvient encore mieux que moi. Le voyage en Floride qu'on a fait il y a 5 ans, elle est capable de tout me dire. Mais la mémoire, en fait, elle commence à être affectée à partir du moment où la maladie a commencé à s'installer. C'est quand la maladie s'installe que là, on n'est plus capable d'enregistrer ces nouveaux souvenirs-là, à partir du moment où la maladie a commencé. Donc, toute la mémoire ancienne est préservée, effectivement. Puis, tranquillement, bon, mais la maladie va être plus diffuse, puis ça va affecter d'autres régions du cerveau. Donc, le langage, les capacités de s'organiser, les fonctions exécutives, comme on disait plus tard. Puis si on parle rapidement des grands stades de la maladie d'Alzheimer, hein, parce qu'on on parle souvent des stades d'évolution qui vont durer parfois jusqu'à quelques années, chacun. Mais, tu sais, on peut dire en gros là, qu'il y a plusieurs temps. Comment on pourrait expliquer ça aux gens? Bien, je dirais, moi, je le sépare en léger, modéré, sévère. Des fois, il y en a qui séparent en 7 stades, mais là, ça devient... En tout cas, il y a 7 stades, mais 3 grands temps. 3 grands temps, disons, parce que sinon, ça se recoupe. Et puis, disons que quand c'est léger, c'est souvent justement des troubles de mémoire qui sont présents, parfois un peu de troubles de langage, mais c'est assez circonscrit. Donc, ça peut avoir un certain impact sur le plan du fonctionnement, mais qui est plutôt limité, je dirais. Quand ça... Surtout si quelqu'un n'est plus sur le marché du travail compétitif, ne vit pas seul, hein? Oui. Ça paraît pas nécessairement beaucoup à ce moment-là parce que la personne a de l'aide puis est dans un contexte où il y a peut-être moins d'attente de rendement au quotidien. Oui, et moins de responsabilité aussi. C'est ça qui fait que parfois, on les voit aussi dans les stades qui sont plus modérés, là où l'impact fonctionnel commence vraiment à se faire ressentir parce que, au-delà des troubles de mémoire, des fois, ça peut aussi aller jusqu'à des troubles au niveau des connaissances sémantiques qu'on appelle, là, donc de savoir à quoi servent les objets, à quoi servent le frigo, la cuisinière, ou bien qu'est-ce que je fais avec mon hamburger, comment ça se mange, de quelle façon est-ce que je dois faire les choses. Quand on ne sait plus comment faire les choses, là, c'est là où ça peut commencer justement à devenir un peu dangereux ou, disons que ça devient aussi un peu plus imprévisible là, dans le comportement. Ça, c'est plus dans le modéré. Aussi des difficultés à s'habiller dans les praxis, donc de comprendre un peu son corps dans l'espace. Là. Où est-ce que je dirige mon bras pour le mettre dans une manche de chemise, par exemple? Puis ça, ce stade-là demande beaucoup de patience, hein? Oui. Parce que c'est là où on peut voir quelqu'un répondre au téléphone avec la télécommande, par exemple, ou enfiler un chandail en mettant la jambe dans le bras, ou etc., etc. Mettre Donc, un pantoufle, une soulier, c'est à l'envers, puis là, on lui fait la remarque, là, il commence à faire une crise, tu ne me diras pas quoi faire. Donc là, c'est... Puis là, on a parlé du trouble le plus prévalent, qui est la maladie d'Alzheimer, qui affecte vraiment la cognition, hein, la mémoire, les capacités de s'organiser, le langage, etc. Maintenant, l'autre, qui est le trouble vasculaire, comment il se manifeste symptomatiquement? Parce que c'est très différent comme... Oui, c'est différent. Et puis, c'est plus difficile à expliquer aussi parce qu'il n'y a pas un profil type de troubles neurocognitifs majeurs de type vasculaire ou de démence vasculaire, dans le sens où ça veut dire qu'il y a des conditions vasculaires, donc les vaisseaux dans le cerveau ne fonctionnent plus bien, ils nourrissent pas bien notre cerveau. Donc, ça peut être soit un AVC, donc un gros vaisseau qui s'est cassé. Donc, il y a une grosse région du cerveau qui n'a pas été nourrie. Ou bien alors, ça peut être plein de petites lacunes, là, plein de petites problématiques vasculaires dans le cerveau qui affectent plusieurs régions à la fois. Et ça peut arriver d'un coup, ou bien alors, ça peut être progressif, ça peut être par palier. Souvent, la vasculaire, on va dire que c'est par palier. Donc, il y a un petit incident vasculaire, ça reste un peu stable. Un autre incident vasculaire, stabilité. Donc, ça progresse de façon différente aussi de la maladie d'Alzheimer. Et les répercussions comportementales, bien, vont dépendre des régions qui ont été atteintes par les problématiques cérébrales. Donc, c'est là où c'est plus difficile à caractériser. Par contre, souvent au début, en tout cas, là, c'est plus l'aspect des fonctions exécutives, pour revenir là-dessus, c'est-à-dire au niveau attentionnel. Là. Donc, ils vont poser souvent les mêmes questions aussi. Ils vont redemander les mêmes choses. Hein. Qu'est-ce qu'on fait donc aujourd'hui? C'est écrit sur le calendrier, on va chez le médecin pour ta hanche. Ah oui, c'est vrai. Donc, ils ont de la difficulté à aller retrouver l'information dans leur tête. Mais quand on leur donne accès à l'information, d'un point de vue visuel ou quoi, ils vont généralement être capables de la traiter. Donc, c'est plus
au niveau attentionnel, un peu plus ralenti, plus de difficulté à s'organiser, difficulté à trouver l'information en tête, mais ils sont aidés par un encadrement. Là. Généralement, on est capable de pallier à ça avec un encadrement. Mais plus ça avance, plus ça va commencer à affecter de la mémoire d'une façon un peu plus importante, qui peut ressembler jusqu'à la maladie d'Alzheimer de façon clinique. Là. Vous, quelles sont les différences que vous avez observées dans les manifestations, tu sais, puis en fait, ça peut peut-être être difficile à un moment donné parce qu'il y a plusieurs années d'évolution, mais est-ce que vous avez vu des différences entre ce qui a atteint votre père et ce qui a atteint votre mère? La plus grosse différence, je dirais, écoute, pour ma mère, le cas de ma mère de démence vasculaire, c'est des montagnes russes. Une journée, tout est beau. Le lendemain, elle n'est pas là, elle ne comprend pas. Ma mère, elle vit beaucoup d'anxiété aussi à travers ça parce qu'il y a une partie d'elle qui réalise qu'hier, ça allait bien puis qu'aujourd'hui, ça va pas. Et puis, elle avait déjà un tempérament anxieux. Donc, on décuple là, les problèmes. Dans le cas de mon père, comme je dis, c'est plus facile d'avoir toujours accès à son essence propre, là, à son vrai moi. Il y a moins de montagnes russes. Et puis, il est très zen là-dedans. Finalement, mon père, il n'y a rien, là. C'est nous autres alentours qui est désorganisé. C'est pas lui, là. Il nous désorganise dans sa désorganisation, mais lui... Hier, je jasais avec une de mes tantes qui disait « Pauvre René! » Ben non, René, il fait pas pitié. René, il a pas mal nulle part. René, il a pas de problème. Mais ce que vous décrivez, ça reflète en fait très bien la réalité, dans le sens où dans la maladie d'Alzheimer, cette incapacité, en fait, souvent chez la majorité des gens qui sont atteints de cette maladie-là, c'est de se rendre compte de ces déficits. Ouais. Donc, si ils ne se rendent pas compte de leurs déficits, ils sont vraiment au moment présent. Fait que si ça va bien sur le plan médical, eux, ils se sentent pas malades. Et c'est souvent justement ce qu'ils vont nous dire. « Oui, mais moi, je me sens pas malade. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de service? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller ailleurs? Moi, je me sens bien. » Donc, comme vous dites, le défi, c'est pour les proches, à savoir, OK, bien, s'il ne se sent pas malade, comment est-ce que je peux me mettre dans sa réalité pour l'amener à quand même prendre soin de lui et assurer une certaine sécurité puis un bien-être pour cette personne-là. Alors que pour votre mère, qui a quelque chose de mixte, je pense, ou de vasculaire. Surtout vasculaire, là, mais écoute, comme on dit, là, elle a 93 ans, donc il y a une partie qui est de type Alzheimer, là, qui... C'est ça, si ça exacerbe un petit peu ce qui était déjà présent avant, ça fait aussi un peu plus frontal, donc dans les régions qui sont souvent atteintes par les problématiques vasculaires, parce qu'il y a des circuits frontales sous-corticales, donc dans les régions frontales du cerveau, c'est ça qui nous permet justement de nous réguler, de contrôler notre comportement, de savoir qu'est-ce qu'on fait quand, de s'organiser. Donc, si on est anxieux et qu'on perd notre capacité à réguler notre anxiété puis à la contrôler, bien là, ça prend plus de place. Là. Et c'est ça qui fait, hein, Karen, qu'il y a des gens qui ont le trouble neurocognitif plus heureux ou plus joyeux que d'autres, parce qu'il y en a qui vivent relativement bien ou qui ont plus de bonnes journées que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont très anxieux, très malheureux, plus souffrants. Et ça varie parce qu'évidemment, on dégénère avec ce qu'on a été dans la vie, puis avec un contexte, puis avec un soutien, puis avec la famille. Donc, ça dépend de plusieurs variables rendues là. Oui, ça dépend de plusieurs variables. Et puis, des fois, en fait, c'est quand même assez dur à prédire, dans le sens où c'est quand même déjà arrivé des gens qui étaient très doux dans leur parcours, une éducatrice en garderie, toujours super adéquate. Et puis, finalement, avec le trouble neurocognitif majeur, là, il y a plus d'agressivité, plus de difficultés de comportement. Donc, ça peut être surprenant quand même des fois et ça nécessite beaucoup d'adaptation pour les familles dans ce temps-là. C'est quoi les meilleurs conseils qu'on peut donner aux personnes qui prennent soin d'un proche qui a un trouble neurocognitif? Au-delà de prendre soin de soi, comme on disait tout à l'heure, mais même dans les recherches, ce qui est suggéré comme ayant le plus d'impact, et c'est aussi ce que demandent le plus les proches, c'est de s'informer sur la maladie. Dans le sens où plus on va comprendre la maladie de nos parents, plus on va être capable d'aider de façon adéquate et satisfaisante pour eux-mêmes aussi. Donc, de s'informer auprès de la maladie et, comme deuxième conseil, ce serait effectivement de trouver
le support et l'aide adéquate pour pouvoir prendre soin de soi. Donc, de s'assurer d'en parler avec la famille ouvertement. Tu sais, c'est sûr que plus on vit plus la société va avoir un esprit communautaire important, plus je pense que ça va être facile aussi pour les gens d'en parler ouvertement afin de recevoir de l'aide adéquate. Si jamais il faut qu'ils s'absentent un petit peu, tu sais, de pouvoir demander à quelqu'un de l'aide, même s'il y a des comportements particuliers chez leurs parents, que les gens soient capables quand même de faire affaire à ça. Donc, plus on va en parler, je pense plus ça va être facile aussi pour les proches aidants de trouver de quoi s'organiser pour avoir du répit puis prendre soin d'eux. Puis j'insiste sur le prendre soin de soi, mais sur le s'informer sur la maladie parce que c'est un des objectifs de notre balado, c'est-à-dire plus les gens vont comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens, mieux ils vont être capables d'intervenir, puis meilleure sera la relation aussi. Plus les interventions vont être adaptées, parce que ça peut être déroutant quand on comprend pas effectivement, puis c'est normal de pas comprendre, donc bien s'en informer. Puis, vous, Ginette, qu'est-ce qui vous a aidé le plus, au-delà de l'aide que vous êtes allée chercher, qui, je pense, vous a permis de vous sentir... Tu sais, c'est pas nécessairement plus facile, mais au moins, on se sent moins seul dans cette difficulté-là. Qu'est-ce qui vous a aidé le plus dans l'accompagnement? Écoute, moi, je dirais... Présentement, là, mes 2 parents sont en CHSLD, c'est récent, là. Puis, si je reviens sur ce qu'on vient de parler, oui, l'information pour les proches aidants, mais l'information pour le personnel aussi. On est au Québec, on a des ressources intermédiaires où les gens sont pleins de bonne volonté et absolument pas formés. Non, oui, ça me touche parce que je suis justement en train de travailler sur ça, sur une formation pour le personnel, parce que eux aussi se sentent peu outillés et ils se sentent impuissants devant ça. Donc, pour moi, c'est important de donner l'information dont on discute aujourd'hui, puis c'est quoi des troubles cognitifs, pour qu'ils soient plus en mesure d'expliquer et d'accompagner les proches aidants pour ça. Oui. J'ai passé par une RPA, j'ai passé par une ARI, j'ai passé par un CHSLD. Les gens ont peur des CHSLD suite à toutes les atrocités qui sont arrivées durant la COVID et qu'on peut juste trouver ça déchirant. Mais en même temps, dans les CHSLD publics au Québec, les gens sont bien formés, les gens savent de quoi ils parlent, puis ça nous en prend plus de ces gens-là. Je pense que ce qui a aidé le plus aidant pour moi, c'est une gestionnaire en or au CHSLD qui, à un moment donné, je parlais de maman qui allait pas bien en ARI, puis elle disait « Ben oui, mais Ginette, c'est une démence vasculaire qu'elle a, ta mère. Faut pas qu'elle change sa routine. Sa routine, c'est bien important pour elle. » Hey, je l'ai pas eu, moi, cette information-là. Moi, j'arrivais à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Quand j'ai su que la routine, c'était important, écoute, on a commencé à être réglés comme des horloges, ma mère et moi. Notre relation s'est beaucoup améliorée. Juste parce que j'arrivais toujours au moment où elle m'attendait. Mais c'est ça, c'est de l'accompagnement, mais pas juste des tapes dans le dos. C'est beaucoup d'informations pertinentes, as-tu essayé telle chose? Parce que tout fonctionne pas, là. On parle d'humain, c'est pas si simple, là. C'est ça, il va toujours y avoir de l'essai-erreur, mais pour pouvoir proposer quelque chose, as-tu essayé ça, il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur les troubles neurocognitifs, sur ce qui se passe dans la tête de votre parent pour proposer des solutions. Et puis, c'est ça vers quoi on veut tendre, c'est-à-dire d'être capable de donner un minimum d'informations aux intervenants pour qu'ils puissent proposer des solutions. Mais comme vous dites aussi, la culture, hein, la gestionnaire du CHSLD, vous dites c'est une perle, mais la culture aussi doit favoriser ça, c'est-à-dire de savoir que si je donne la formation à mon personnel, si je porte attention aux approches que mon personnel a avec les résidents, bien, ça va avoir un impact positif sur les résidents, sur le personnel, parce qu'ils vont se sentir mieux au travail aussi s'ils sentent que leur travail se fait comme il faut puis qu'ils ont un impact positif. Tu sais, tout le monde veut se sentir utile et veut être bon dans son travail. Là, il n'y a personne qui aime ça, travailler dans des contextes avec des ressources limitées puis où on sent que notre travail n'est pas bien fait. Donc, de s'informer puis d'avoir accès à de favoriser la culture
bienveillante et de s'informer auprès de la maladie, ce serait bénéfique pour tout le monde. Parce que c'est pas toujours clair de savoir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne quand elle ne le dit pas, puis quand des fois elle ne le sait pas. Mais tu sais, on a vu des personnes âgées avoir peur ou pas vouloir collaborer, par exemple, au bain s'il est donné par un homme, mais mieux s'il est donné par une femme, ou encore quelqu'un qui a des problèmes de langage, puis quand on les comprend pas, on parle plus fort, mais la personne ne comprend pas plus, puis là, on parle de plus en plus fort, puis la personne est comme terrifiée. Il y a toutes sortes de comportements qu'on peut voir qui sont pas des comportements mal intentionnés, mais qui sont le fruit d'une mauvaise compréhension de ce qui se passe dans le cerveau de la personne qui est même plus en mesure de nous l'expliquer. Et les histoires de vie sont très importantes aussi. Moi, je m'aperçois, là, quand ma mère est rentrée au CHSLD il y a 1 mois et demi, bon, oui, j'avais déjà la connaissance du milieu, les gens, tu sais, tous les intervenants me connaissaient, l'intégration était plus facile, mais en même temps, là, ma mère est arrivée avec 3 pages de notes, là. Voici ce qu'elle fait dans sa journée, voici ce qu'elle mange, voici comment elle se lave. Tu sais, mon père, il est né juste un petit peu avant la guerre. Mon père s'est toujours lavé à la débarbouillette. Si tu le mets en dessous d'une douche, il va réagir. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Puis mon père, c'est un hypersensible en plus. Fait que, ou bien l'eau est trop chaude, ou bien l'eau est trop froide, mais il n'y en a pas de bonne solution, là. La personne qui n'a jamais pris sa douche, si on la met sous la douche, effectivement, elle risque d'avoir des comportements d'agressivité. Il ne faut pas oublier qu'on fait affaire avec une personne qui a moins de capacité pour s'adapter en plus. Et là, qui dit comportement agressif, dit médication, contention. Alors, c'est des choses qu'on peut éviter en étant dans une posture où on essaie de comprendre davantage pour mieux traiter. Ouais, et souvent, c'est des tout petits... C'est des détails. Ma mère, elle lave ses bas de nylon à la main le soir avant de se coucher. Mais c'est comme un enfant, ça fait partie de sa routine du dodo. Une fois que ses bas, ils sont propres puis qu'ils sont étendus sur sa marchette, elle peut bien dormir parce que sa journée est finie. Mais c'est un bon exemple aussi que vous spécifiez que ce sont des détails. C'est que, en fait, ça prend... Les changements qui doivent être apportés ne sont pas nécessairement grandioses, mais il faut quand même prendre le temps de s'informer pour les appliquer parce que de lui permettre de laver des bas de nylon avant de se coucher, on s'entend que ça prend du temps à aucun personnel. Alors que d'avoir à gérer quelqu'un qui ne veut pas se coucher, ben ça prend plus de temps et c'est plus difficile. Donc, il faut justement comprendre que il y a une approche spécifique à avoir avec des gens qui ont un vieillissement qui est atypique. Ils ont des comportements qui sont atypiques et donc, il faut que notre approche s'adapte à ça parce que, comme vous disiez, ils sont plus capables de s'adapter. Puis, il y a une ergothérapeute, Tipasno, qui dit aux États-Unis, « Celui qui a le plus de capacité doit s'adapter. » Oui, c'est très vrai. Entre le proche, le personnel et le patient, bien, celui qui a le plus de capacité, c'est généralement nous ou le personnel, là. Karen, on a parlé des diagnostics de la maladie d'Alzheimer, puis du trouble vasculaire, qui sont les plus prévalents, les plus fréquents, mais il y en a d'autres aussi dont on entend parler. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui. La démence à corps de Lewy, ou le trouble neurocognitif majeur avec des corps de Lewy, c'est aussi une maladie qu'on voit quand même souvent en clinique. Puis l'apparition, les symptômes sont quand même très différents dans le sens où c'est des régions qui sont plus postérieures, qui sont affectées en premier. Donc, c'est les régions de perception visuelle et ça donne lieu à des hallucinations visuelles, généralement. Puis, c'est des hallucinations qui sont quand même assez vives, assez colorées. Donc, la personne va voir des gens qui sont assis sur son divan, ou alors elle va voir quelqu'un sur sa chaise, ou bien le soir avant de se coucher, des gens qui se promènent des fois dans les murs. Donc, ils peuvent avoir une certaine autocritique face à ces hallucinations-là. D'autres n'ont pas d'autocritique par rapport à ça, mais c'est la caractéristique principale de cette maladie-là. Puis ça vient ensuite avec des petits troubles moteurs qui peuvent ressembler aussi à la maladie de Parkinson. Donc, ça peut évoluer en ce sens-là. Puis après, avec des fonctions exécutives qui sont touchées, donc aussi des difficultés à planifier, à organiser. Mais les troubles de mémoire ne sont pas apparents là, au début. Il n'y a pas de troubles de mémoire, en fait, au départ. C'est plus les régions visuelles qui sont affectées en premier. Et c'est la cause des hallucinations, parce qu'effectivement, on entend des gens dire « je vois des choses à la télé » alors qu'infirmiers, là. Oui, donc, effectivement, c'est ça. Donc, si ces régions-là sont touchées, ils ne fonctionnent plus bien, puis là, ça donne lieu à des symptômes qui sont plus d'allure psychotique, là, par exemple. Oui.
Puis la démence frontotemporale. Oui, la démence frontotemporale, celle-ci, elle est plus flamboyante. Hein. Donc là, à ce moment-ci, c'est les régions frontales, comme le dit le nom. Et comme on disait aussi tout à l'heure, il y a des difficultés à se réguler, à contrôler son comportement. Donc, ça donne lieu à des comportements de désinhibition souvent. Là. Donc, la personne va faire des choses qui sont inappropriées socialement, plus de filtre. Donc, ça, c'est souvent plus difficile à gérer pour les proches aidants, pour le personnel, parce que les comportements dérangent les gens autour. Là. Et puis, c'est difficile de raisonner la personne parce qu'elle n'a plus connaissance nécessairement des normes sociales. Donc, la démence frontotemporale va beaucoup jouer sur le comportement, sur la personnalité de la personne, sans nécessairement que la mémoire soit touchée. Donc, pour le proche, ça peut être difficile de faire la part des choses. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve de nuance et de comprendre les différentes sphères de la cognition, parce que c'est pas parce que la mémoire fonctionne bien que tout fonctionne bien. La mémoire fonctionne bien, mais si les régions frontales sont touchées, bien, le comportement va être différent. Ils peuvent être plus irritables, plus impulsifs. Donc ça va affecter la vie du quotidien. Là, puis ce que les gens rapportent, c'est que la personnalité change dramatiquement, effectivement, puis de façon assez rapide. Hein? Quand on dit que c'est flamboyant, ça peut aller, quand on parle de désinhibition, de l'irritabilité puis de l'agressivité, jusqu'aux attouchements, par exemple, ou au comportement sexuel inapproprié. Ça peut aller jusque-là, alors que la personne n'avait absolument pas cette propension-là auparavant. Oui, effectivement. Puis ça, c'est un défi aussi pour le personnel, parce que quand il y a une désinhibition sexuelle, bon, ben ils sont non seulement il faut qu'ils fassent leur travail, mais en même temps, naturellement, il faut respecter ses limites. Donc, il faut avoir des plans d'intervention là, spécifiques pour ces maladies-là. Ouais. Puis c'est là où on voit que la manifestation dépend des régions du cerveau qui sont touchées, hein, parce qu'on sait que les lobes frontaux, puis vous l'avez dit, Karen, c'est responsable de toute l'autorégulation du comportement, de l'autorégulation des émotions. Alors donc, c'est très différent, par exemple, de la démence à corps de Lewy, qui, elle, est plus postérieure et qui va donner des symptômes plus visuels. C'est ça. Et puis donc, étant donné que différentes régions sont touchées dans différentes maladies, bien, ça donne des comportements qui sont différents et ça fait en sorte que je peux comprendre que c'est dur à gérer quand on ne connaît pas ces nuances-là et ces différences-là. Mais c'est pas tout qui est touché en même temps. Et donc, il faut prendre le temps de connecter avec la personne, de discuter avec elle, de départager un petit peu qu'est-ce qu'elle est capable, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable. Puis de cette façon-là, on peut mieux intervenir, là, dépendamment des maladies. Alors, quand on parle de troubles neurocognitifs, là, pour les gens qui nous écoutent, on parle énormément de choses et énormément de symptômes potentiels et possibles parce qu'il y a plusieurs régions dans le cerveau qui sont responsables de différentes fonctions. Il y a différentes formes de processus de la maladie. Alors donc, on peut avoir des manifestations qui sont fort différentes, d'où l'importance de comprendre. Karen, vous êtes neuropsychologue. On est neuropsychologue. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qu'est-ce que ça fait un neuropsychologue? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Donc, comme neuropsychologue, on fait une partie d'évaluation puis une partie d'intervention. Donc, souvent, l'évaluation, c'est la majeure partie de notre travail, puis on va évaluer les fonctions cognitives. Donc, comme vous avez dit, du langage, de la mémoire, de la perception visuelle. Donc, on va évaluer, on fait le tour un peu du cerveau, dans le fond, des différentes régions. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est plus difficile? Et en fonction du patron qu'on obtient, bien, on peut l'associer à des pathologies, à des maladies précises. Donc, si on a une perception visuelle qui est déficiente, avec des hallucinations visuelles dans le reflet là, des symptômes, bien, on va orienter notre diagnostic, par exemple, vers une démence à corps de Lewy. Donc, dans les différents tests qu'on utilise, qui sont souvent des tests papier-crayon, il y en a qui sont informatisés, on va pouvoir statuer sur les forces et les faiblesses d'un patient, des déficits dans certains cas. Et de cette façon-là, on peut orienter le diagnostic. Puis la partie intervention, c'est que aussi en comprenant bien les forces et les faiblesses de la personne, bien, étant donné que c'est pas des processus unitaires, même la mémoire, c'est pas un processus unitaire, donc il y a tout le temps des petites capacités résiduelles, bien, on peut orienter un plan d'intervention et puis nommer, bien, écoutez, lui, bon, il n'est pas capable, là, au niveau, je ne sais pas moi, auditif, au niveau exécutif, il n'est pas capable de s'organiser. Par contre, il est très bien capable de lire et il a une bonne compréhension du langage. Donc, si on écrit toutes les étapes une après l'autre, bien, il va être capable de le faire quand même. Donc, même s'il y a des régions qui ne fonctionnent pas bien, en connaissant lesquelles fonctionnent, de par l'évaluation qu'on a faite, bien, on peut proposer des stratégies qui vont être plus efficaces que si on y va par essai-erreur
avec très peu d'informations. Fait que si on voulait résumer, dans le fond, le neuropsychologue va recevoir la personne, il va évaluer. Pour évaluer, il va évidemment faire une bonne histoire de la personne. Oui. Hein? Il va regarder toute son histoire de vie, toute son histoire de cas. Il va faire beaucoup, beaucoup d'observations, puis il va passer beaucoup, beaucoup de tests sur un ensemble de fonctions. Et il va analyser ces tests-là pour avoir des scores, mais aussi pour regarder comment les fonctions interagissent les unes avec les autres. Et avec ça, il va arriver justement à un patron diagnostic, mais au-delà de ça, il va faire des recommandations sur comment on traite et comment on intervient avec la personne. Ginette, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Ça a été très intéressant. Karine Debat, merci beaucoup Ça fait d'avoir plaisir. été avec nous. Merci.